Bonjour mes chers amis. Le Collège des 20 généraux voudrait-il coopter un président de la République? Où veut-on conduire le processus d'émancipation populaire en cours? Assistons-nous aux derniers arguments de l'état-major des armées avant une plus grande confrontation ou une sincère ouverture aux revendications populaires? Depuis 2014, Ahmed Gaïd Salah est en quête d'un présidentiable susceptible de remplacer Bouteflika, déjà gravement atteint. Une quête devenue pour lui urgente dans un contexte de confrontation silencieuse mais aiguë avec le clan des ex-DRS. Ce qui, naturellement, le conduisit à se rapprocher des ennemis de ses ennemis qu'il pensait trouver en la personne de Ammar Saadani, alors fraîchement réélu à la tête du FLN. A-t-il jamais abandonné l'idée secrète du faire du FLN et du RND ces formations tribuniciennes qui excellent dans l'emploi de masse des techniques de campagne et qui vendraient le moment venu son discours en usant des moyens et des ressources publiques. Mais avant d'aller plus loin, mes chers amis, suivons ensemble le crescendo des prises de position de l'état-major des armées. Commençons par un rappel. Dès l'indépendance de l'Algérie, l'armée algérienne, l'ANP, s'est imposée comme un acteur dominant au sein d'un régime aux contours encore peu définis. À la faveur des événements historiques, le redressement révolutionnaire de Boumedienne, et ce modèle a fonctionné jusqu'à la fin des années 90. Dès lors, les hommes forts n'étaient plus les politiques à la tête de l'État, mais l'élite est constituée par les hauts gradés ayant la direction des armements, du renseignement et de la sécurité intérieure. De leur consensus ou de leur opposition dépendait bien sûr la stabilité de tout le système politique. La débâcle économique et financière de la période 80-90 avait agi tel un révélateur des dysfonctionnements du système proprement dit. Cette profonde crise économique et financière avait valu à l'Algérie une exigence de réforme globale et de modernisation de la société dans le sens de l'établissement des conditions d'une démocratie. C'est ainsi qu'à partir de 1989, certains droits ont été introduits dans la Constitution, dont principalement la liberté de conscience et d'opinion, le droit d'association politiques et syndicales et plus tardivement l'égalité homme-femme. Malheureusement, la révision constitutionnelle de 1996 avait stoppé net cet élan démocratique. Cet intermède qui devait conduire au premier mandat de Bouteflika quelques années plus tard et qui est resté incertain et flottant, avait creusé le lit de l'autoritarisme, de l'érosion démocratique et conduisit vers l'extinction des libertés que la fondation du parti du RND avait parachevé. Vers le milieu du second mandat de Bouteflika, qui coïncidait avec une notable amélioration des recettes pétrolières, la gouvernance de ce clan dévia vers l'autoritarisme exacerbé. Et, comme le notait pertinemment, justement, Ismaïl Goumaziane, professeur d'économie à l'Université Paris IX et ancien ministre algérien de l'énergie, cette gouvernance se transforma en un instrument déterminant de l'économie rentière, inhibant toute velléité de progresser vers le développement économique durable. Le pouvoir politico-militaire, avec son oligarchie financière, s'est mué de ce fait en un frein du développement et de la modernisation du pays. Après 15 longues années de déprédation sur l'économie algérienne, d'abus et de nuisances contre le peuple,
Le vice-ministre de la Défense dépoussière les dossiers et les rapports du DRS et découvre la malsaine et criminelle gestion de la période Bouteflika, période pendant laquelle il avait porté le régime tel Atlas le monde. Ahmed Salah Gaïd nous révèle dans l'un de ses discours les projets stériles et sans intérêt réel pour l'économie, octroyés de manière sélective à des montants astronomiques sous forme de crédit et qui ont perturbé la cadence du développement en Algérie. Cela aurait été plus méritoire si ce haut gradé n'avait pesé de tout son poids lors de la réélection de Bouteflika au 4e mandat. Jouant de division et inoculant les haines ethniques, le régime Bouteflika a su, d'une part, affaiblir les revendications populaires pour les réformes structurelles de l'économie, les réformes politiques et sociales, le respect des droits de l'homme et du citoyen, et, d'autre part, a su maintenir cette chape de plomb autoritaire qui lui permettait de disposer sans précaution aucune et en toute impunité des richesses de la nation au profit d'une oligarchie constituée en bandes délinquantes, mafieuses, en lien étroit avec un réseau mafieux international et criminel via les banques offshore et les circuits de blanchiment et de transfert d'argent. C'est ce libéralisme-là, cette mondialisation si profitable aux mafieux de tout poil, ruineux pour l'Algérie, que le clan Bouteflika finissait de bâtir quand il fut perturbé par la puissance contestatrice du mouvement populaire. À la fin du second mandat, les déprédations infligées à l'économie étaient telles que les diplomates et leurs agents de renseignement s'en émurent. À la fin de 2008, l'ambassadeur de France et ex-patron de la DGSE, Bernard Bajolet, et l'ambassadeur des États-Unis, Robert Ford, notaient ceci. La corruption, qui remonte jusqu'au frère Bouteflika, a atteint de nouveaux sommets et interfère avec le développement économique. Appropriation de secteurs entiers de l'économie par un groupe restreint et mise en place d'investissements colossaux à l'étranger au profit de l'oligarchie par le truchement du transfert illégal de fonds appartenant à la nation. Voilà le projet diabolique conçu et exécuté patiemment d'un mandat à l'autre et qui devait aboutir, au terme du 5e quinquennat, à l'ouverture de l'économie au marché mondialisé. Les investissements locaux ne servant que de tremplin aux opérations de transfert des ressources financières vers l'étranger. Le scandale de Sonatrach et la vague d'enquêtes anticorruption initiée par l'ex-DRS vers les années 2010, sous la houlette du général-major Médiane, avait établi l'implication d'Ahmed Gaïd Salah dans le bourbier de la corruption. Celui-ci n'ignorait pas que les frères Bouteflika nuisaient tant au pays que les diplomates les qualifient de rapaces. Le DRS garda par devers lui cette information comme un moyen de pression à utiliser opportunément. Dans ce contexte, n'est-ce pas une exigence vitale de neutraliser le patron du DRS qui commandait la sainte alliance entre le clan Bouteflika et Gaïd Salah? Dans ce monde-là, les alliances sont incertaines et les hommes versatiles. L'incapacité du président étant avérée au début du 4e mandat, le vice-ministre de la Défense perçut la nécessité vitale d'organiser sa succession, de peur qu'elle ne lui échappât compte tenu de la vitalité encore non entamée du clan du DRS. D'où une ruée dans la sphère politique de façon tonitruante
rompant avec la tradition de discrétion de l'armée. Dans la partie de bras de fer qu'il opposait au général-major Médiane, il partait en quête d'alliés politiques parmi les détracteurs de son adversaire. Et il le trouvait en la personne du plus virulent apparatchik du FLN, Ammar Saadani, qui lui-même menait campagne depuis un moment contre le patron du DRS. Aussi, il lui adressa une missive publique, le félicitant d'avoir reçu le plébiscite du parti du FLN, du jamais vu de mémoire de général. Il fit ainsi irruption dans la sphère politicienne sans précaution aucune, ou alors à bon escient. Au vrai, Salah Ahmed Gaïd pensait trouver en le FLN de Saadani un parti allié puissant qui s'emploierait à saper le crédit de son adversaire et à le désigner comme étant professionnellement défaillant. Cependant que lui-même agissait dans les arcanes de l'armée pour œuvrer à son isolement puis à son élimination pure et simple. C'est désormais chose faite. Les conditions politiques et sécuritaires étant les mêmes, force lui était de poursuivre dans ses vues anciennes, c'est-à-dire de piétiner, de gommer toute perspective démocratique, toute attente politique pluraliste par l'instrumentalisation du parti du FLN, voire le RND, qui tous deux excellent dans le rôle de parti tribunicien, populistes et manipulateurs. Ammar Saadani ou un autre apparatchik serait alors le commandant ad vitam, lui-même vice-ministre de la Défense et des Armées pour le temps qui lui reste à vivre, et pour parfaire ce projet, un pantin désarticulé faisant office de président succédant à l'ex-président de la République. Quant à l'exécutif, il servirait à conférer un caractère légal à une gouvernance informelle. Bref, de quoi instaurer un nouveau régime de gouvernement momifié, sclérosé, inamovible et continuer de piétiner l'opposition, de museler l'expression populaire et d'inhiber toute aspiration démocratique. Un régime centralisé à la chinoise, dominé par une autorité informelle, en somme un régime bâti sur le consensus d'un collège de 20 généraux. Pour conclure, mes chers amis, disons que le discours de Salah Gaïd brouille la compréhension des desseins cachés des généraux. Il instille l'idée que l'armée ne souhaite guère investir le champ politique proprement dit, idée appuyée par les engagements de modernisation et de professionnalisation de l'armée nationale populaire. Modernisation et professionnalisation sont des concepts qui, dans le jargon établi des militaires, en tout cas parmi les États démocratiques, renvoient à la suprématie du politique sur le militaire. La littérature sociologique et politologique s'est, depuis plus d'un siècle, intéressée à la relation civile-militaire en régime démocratique. Il en émerge au moins une idée intéressante, bien qu'elle ne fût guère systématique. Savoir que la professionnalisation des armées serait une garantie de soumission des militaires aux civils. Transposé dans le contexte sociologique, politique et culturel algérien, c'en est presque anecdotique. Aussi, chers amis, aussi, à la lumière de ce qui précède, la résurgence d'un discours laudateur adressé par la nouvelle direction du FLN au chef d'état-major résonne comme une réponse du berger à la bergère, réponse troublante et évocatrice. Si l'armée veut réellement s'émanciper des tentations de corruption, en faisant le choix de la modernisation et de la professionnalisation,
par un rajeunissement systématique de la classe des officiers supérieurs. Il lui faudrait alors affranchir le pouvoir civil et s'affranchir elle-même de la sphère politique. Au revoir et merci.